Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin en si grand nombre. Donc, pour cette classe de maîtres qui parle des perspectives économiques, quelles opportunités à saisir? Bien, c'est une grande question parce qu'évidemment, comme vous le savez, vous lisez les journaux comme nous et vous voyez bien qu'il y a une incertitude qui est extrêmement élevée. Ça change beaucoup. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas de boule de cristal, mais on va faire notre possible pour tenter de vous éclairer à partir des données à partir de ce qu'on voit sur le terrain au quotidien. Donc, merci d'être là. On va commencer par une présentation d'à peu près 15 minutes là, sur les grandes tendances macroéconomiques. Puis ensuite, je vais animer une discussion avec deux collègues qui sont très proches des entreprises. Donc, François Gingras, qui est vice-président innovation chez Investissement Québec. Bonjour. Bonjour Mia. Et Richard Blanchet, qui est PDG du CITIC, donc Sous-traitance industrielle Québec. Merci d'être avec nous. Merci. C'est deux personnes qui sont au quotidien avec les entreprises à essayer de voir comment optimiser ce qu'ils font, les rendre plus productives, plus innovantes, leur donner des conseils. Donc, ça va être intéressant de voir, comparé à ce qu'on entend au niveau plus macroéconomique, conjoncturel, comment ça se compare à ce qui se vit sur le terrain. Puis c'est d'autant plus pertinent que Richard soit avec nous ce matin parce que STIC vient de publier son baromètre industriel des entreprises québécoises et il y a plein de données là-dedans qui sont extrêmement intéressantes parce que on aime bien suivre ce baromètre-là parce que ça se fait année après année avec une méthodologie très rigoureuse. 500 PME à travers le Québec sont sondées. Il y a un panel d'entreprises ensuite pour approfondir les questions. Donc, on va pouvoir en parler, regarder les résultats ce matin. Donc, avant de commencer, je dois vous mentionner que vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation de la classe de maître. Vous pouvez commencer dès maintenant. Donc, il y a un espace prévu à droite de votre écran pour ce faire. On va répondre à la fin. On garde un 10 minutes pour répondre un maximum de questions possibles. Donc, allons-y tout de suite avec la présentation du contexte macroéconomique. Alors, c'est très difficile de commencer par autre chose qu'un graphique qui vous montre un indice sur le degré d'incertitude en lien avec les politiques économiques. Vous voyez que c'est beaucoup plus élevé que même pendant la pandémie. Ça atteint des niveaux records depuis déjà, si on regarde le graphique, là, on part dans le début des années 2000 et c'est comme nettement plus élevé que ce qu'on a vu. Ça redescend légèrement, mais qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est que c'est pas comme une récession habituelle quand on vous aurait dit « ça va durer 6 à 12 mois, préparez-vous pour la reprise, ça va rebondir ». En fait, c'est différent parce que c'est un climat d'incertitude qui est créé par l'élection du président américain Donald Trump et de ses politiques tarifaires protectionnistes qui sont très difficiles à comprendre, anticiper et tout le mouvement, le va-et-vient, fait en sorte qu'il y a une incertitude constante. Ça peut durer 2 semaines, 2 mois, 3 ans et demi. Personne ne peut le dire. Donc, au lieu de se dire préparez-vous à la reprise, le conseil que j'ai le goût de vous donner, c'est préparez-vous à gérer dans un climat d'incertitude. Donc, un peu comme pendant la pandémie, ce qu'on disait, ce que les entreprises qui ont fait, surtout celles qui ont été performantes, qui s'en sont bien sorties, c'est de se dire, au lieu de viser l'efficacité à tout prix, il faut avoir des scénarios où est-ce qu'on est résilient. Donc, avoir plusieurs scénarios, des scénarios surtout extrêmes, des plans A, B, C, D, en fonction de ce que le contexte va amener et d'être capable de choisir parmi ces scénarios-là. Et surtout, il va falloir prendre le temps qu'on a maintenant, c'est un temps de répit pour revoir puis optimiser tout ce qu'on fait, s'assurer qu'on est plus efficace, s'assurer qu'on est très proche de notre marché, de nos clients, très proche de nos fournisseurs, qu'on a des plans ABC pour les fournisseurs, qu'on commence à diversifier les clients. Donc, c'est une façon de gérer un état d'esprit qui va être complètement différent que quand on est capable de savoir et d'anticiper une reprise à l'horizon. On va revenir sur tout ça au cours de la classe de maître, mais je voulais quand même prendre le temps de le dire maintenant parce que ça risque de rester. Ensuite, si on fait le point sur les tarifs douaniers, parce que c'est pas mal ça qui occupe tout le monde, toutes les organisations, toutes les entreprises, tout secteur confondu, il y a eu les tarifs urgence nationale. D'urgence nationale, c'est les premiers qui ont été mis en place. Donc, c'était 25 c'est 25 de tarifs sur les marchandises. Sur l'énergie, les biens énergétiques, les minéraux critiques, c'était 10 Mais heureusement, tous les produits qui sont conformes à l'ACEUM sont exemptés.
Qu'est-ce que c'est l'ACIUM? Donc, c'est l'accord de commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ce qui a donné suite à l'ALENA, donc depuis 2020, juillet 2020. Donc, tous les biens qui sont conformes à l'ACIUM sont exemptés de ce tarif de 25 et la grande majorité des biens qu'on produit au Québec et au Canada sont conformes. Alors, renseignez-vous, c'est très important. C'est quelques documents à remplir pour voir si vous êtes conforme, puis comment peut-être vous rendre conforme, puis ça va vous permettre d'être exempté. Ensuite, il y a les tarifs sectoriels sur l'acier et l'aluminium qui ont tout récemment été augmentés à 50 c'était 25 ça vient d'être doublé. Sur les automobiles, c'est 25 seulement sur le contenu qui est non américain dans les automobiles. Puis pour les pièces automobiles, c'est 25 l'exemption temporaire pour les pièces conformes à la CEUM. Donc, ça aussi, ça reste. Ensuite, l'autre élément qui est en vigueur, c'est la riposte canadienne. Les contre-tarifs canadiens, c'est 25 on a fait un peu l'effet miroir, donc 25 sur des marchandises. C'est une valeur de total de 60 milliards à peu près. Donc, le gouvernement canadien essaie de cibler certains biens qui faisaient plus mal aux Américains qu'aux Canadiens, donc plus des produits finis qui entrent que des intrants. Et il y a 25 aussi sur toutes les automobiles des États-Unis qui ne sont pas conformes à la CEUM. Donc, c'est une riposte un peu miroir des tarifs américains. Pour l'instant, c'est ça, mais malheureusement, il faut quand même vous dire, en toute transparence, qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on entend, les tarifs dans le collimateur qui seraient sur le bois d'œuvre, le pharmaceutique, les produits agricoles, le cuivre, les semi-conducteurs et l'aérospatial, mais on ne les a pas présentés, on ne les présente pas, puis on ne va pas s'étendre là-dessus parce que ce n'est pas en vigueur, il n'y a rien de concret là-dessus. Mais si vous voulez anticiper ce qui peut se passer dans votre secteur ou pas, c'est les thèmes et les autres secteurs dont on entend le plus parler, qui pourraient être menacés par des tarifs. Bon, alors, allons-y sur les taux d'intérêt. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est la comparaison de l'évolution des taux Canada-États-Unis. Donc, ce qui ressort ici, c'est vraiment que la baisse des taux a été plus abrupte au Canada qu'aux États-Unis, surtout depuis à peu près la mi-2024. On voit que l'écart s'est creusé. Pourquoi? En fait, parce que l'économie américaine a été beaucoup plus vigoureuse que l'économie canadienne. En fait, l'économie américaine a été très forte après la pandémie. Pourquoi? Le gouvernement a massivement investi dans l'économie avec le Inflation Reduction Act et autres programmes. Et donc, la demande aussi intérieure est très soutenue. Aux États-Unis, elle est au rendez-vous, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de risques au niveau et d'inquiétudes au niveau de l'inflation aux États-Unis en ce moment. Il y a plus de pression inflationniste qu'au Canada. En plus, avec tous les tarifs qui sont mis en place, parce que là, nous, on regarde, on a juste les tarifs avec les États-Unis puis la Chine, mais les Américains, ils ont les tarifs, ils ont imposé des tarifs à tout le reste du monde. Donc, les pressions inflationnistes aux États-Unis sont encore beaucoup plus fortes quand elles vont commencer à être internalisées puis intégrées dans les prix. Donc, vous voyez ici les prévisions. Pour le Canada, on anticipe encore 2-3 baisses de taux d'ici la fin de cette année, puis une stabilisation autour de 2,25 donc pour 2025-26. Aux États-Unis, on anticipe aussi une baisse, mais plus lente, et les taux se maintiendraient quand même encore à au moins 1,25 d'écart avec le Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, en fait, l'inflation est plus sous contrôle, même s'il y a encore des enjeux avec les dernières données. Et l'économie a été beaucoup plus ralentie, puis la demande intérieure est plus faible. Et donc, c'est ce qui fait qu'on va probablement anticiper que l'économie va rester faible au cours des prochains mois. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de la croissance économique? Quelles sont les prévisions? Ici, c'est les prévisions, c'est la moyenne des prévisions du secteur privé, des jardins, puis vous voyez aussi celle du ministère des Finances qui ressortent. Vous voyez, premièrement, si on regarde dans le rétroviseur, là, 2022, 2023, 2024, ça a été 2 années quand même de très faible croissance économique qu'on vient de traverser. Et on anticipe une année 2025, en fait, qui va ressembler aux 2 dernières, donc autour de 1 de croissance, qui est relativement modeste. C'est en dessous du PIB potentiel estimé pour le Québec, qui est plus autour de 1,5 L'année prochaine aussi, encore une fois, une croissance de 1 donc relativement faible. Ça ferait 4 années de suite là, avec une croissance qui tourne à 1 Donc, si vous le sentez, là, que l'économie peine à reprendre depuis quelque temps, c'est normal. Ça devrait rester comme ça, malheureusement. Donc, il n'y a pas de récession anticipée pour l'instant. Ça, c'est le scénario de base des institutions financières, mais c'est sûr que si les tarifs entraient en vigueur de façon
disons, plus large et plus soutenu, on pourrait aller jusqu'à moins 1 ou 2 points de pourcentage comparé à ce qui est ici. Mais pour l'instant, avec les informations qu'on a, c'est le portrait le plus fidèle de la réalité. L'économie a quand même été assez forte au Québec, dernier trimestre de 2024, puis le premier trimestre de 2025 au Canada, mais c'est surtout parce qu'on a devancé des exportations pour essayer d'aller avant les tarifs. Donc, ça risque de baisser. Ce qui est anticipé, c'est quand même une baisse au deuxième trimestre comme contre-coup de ça, parce que la demande intérieure n'est pas au rendez-vous. Ensuite, si on regarde l'inflation, bien, en fait, ça, c'est peut-être le côté positif. Là, je pense que le pari des banques centrales de ramener la cible à 2 donc entre 1 et 3, c'est atteint. On anticipe que ça reste autour de 2 C'est d'ailleurs la grande priorité de l'obsession des banques centrales. Et là, il y a des petites craintes parce que les tarifs, bien, sans un effet inflationniste. Donc, et là, la crainte, c'est que les entreprises sontées par la Banque du Canada commencent à dire qu'elles voient le coût des intrants augmenter à cause de l'effet des tarifs et des contre-tarifs. Donc, il faut être encore plus vigilant. C'est probablement pour ça que les taux ont été maintenus, même si on anticipe aussi un ralentissement de la croissance économique. Et comment cela se traduit sur le marché du travail? Pour le taux de chômage, bien, vous voyez qu'on est passé d'un taux de chômage qui était quand même très bas, autour de 4,3 au lendemain de la pandémie, maintenu très bas en 2023, malgré une croissance économique qui était faible. On a fini 2024 avec un taux de chômage moyen de 5,3 Ça devrait monter autour de 6, être maintenu autour de 6, si on regarde la moyenne. Mais c'est sûr que ça va dépendre de beaucoup de choses. Comment l'économie tient le coup, mais aussi des politiques migratoires avec l'immigration permanente temporaire. Il y a une consultation qui vient d'être lancée, donc pour déterminer ces seuils. On va y revenir plus tard. Mais dans tous les cas, il faut aussi garder en tête que 6 ça demeure faible. Le marché du travail demeure serré. Puis quand on le regarde sur une base sectorielle ou régionale, exemple, le manufacturier en région, ça reste que les pressions sont extrêmement élevées. Donc, sur le marché de l'emploi, oui, il y a des signes d'apaisement. Quand on regarde le nombre de postes vacants au Québec, on voit qu'il est en baisse et qui retourne au niveau pré-pandémique. Et le nombre de ratio du nombre de chômeurs par poste vacant, il est quand même en augmentation. À un moment donné, c'était inférieur à 1. Il y avait moins de 1 chômeur disponible par poste vacant alors qu'on était à 5, 6, 7 en 2015. Là, on se stabilise autour de 2. Donc, les entreprises ont un peu plus d'air. Ça reste un marché du travail qui est favorable aux chercheurs d'emploi, mais à des niveaux plus soutenables que ce qu'on a vu au lendemain de la pandémie. Maintenant, la confiance des PME. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, vous voyez que c'est en fort repli, donc ça a baissé. Pas au niveau qu'on a vu pendant la pandémie, mais pas loin. Là, il y a une hausse probablement pendant l'accalmie, puis les pauses sur les tarifs. Là, on a vu que ça n'allait pas s'appliquer comme on pensait nécessairement, mais ça reste quand même extrêmement faible. Puis ça, c'est très important parce que c'est un indice précurseur de ce qui s'en vient. C'est la confiance des PME dans l'économie au cours des 12 prochains mois. Donc, les entreprises anticipent que l'économie va être faible et donc que les ventes ne seront pas bonnes. Donc, ce n'est pas de bon augure pour tout ce qui est investissement privé non résidentiel. Ça ne donne pas envie d'investir quand tu sens que le marché n'est pas là et que la consommation ne sera pas au rendez-vous. Au niveau des critères d'octroi de crédit pour les entreprises, on voit que ça s'est resserré. Donc, c'est un niveau neutre, disons. Donc, les banques sont plus prudentes qu'il y a quelques mois, mais sont encore là, sont encore prêtes à soutenir les entreprises. Mais on voit que ça a été plus vers le bas que vers le haut au cours des derniers mois. Et ici, bien, ce que vous voyez aussi, l'autre effet, c'est qu'il y a une hausse généralisée des provisions sur les prêts douteux dans les grandes banques canadiennes. Ça veut dire que les banques anticipent une économie qui va se détériorer et des entreprises, donc, qui vont avoir plus de difficultés financières. Ce qu'on voit ici, c'est l'augmentation de la provision sur créances douteuses pour 3 mois seulement. Donc, vous voyez les bandes rouges, c'est le deuxième trimestre de 2025, comment il se compare au deuxième trimestre des 3 dernières années, beaucoup plus élevé. Alors ici, ce qu'on voit, c'est la conséquence de ce qu'on dit depuis tantôt, réaction des entreprises, puis ça, on va en reparler dans quelques instants avec François et Richard.
Bien, les nombreuses entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Bien, elles suspendent leurs investissements, notamment en machines et équipements. Ça a remonté extrêmement fort après la pandémie. Ça a baissé. Il y a eu. On commençait, là, à la fin de 2024, à redevenir optimiste. Ça commençait à se placer. On commençait, les entreprises, à envisager l'avenir avec un peu plus d'espoir. Et là, bien, avec les tarifs qui ont commencé, là, toute la saga des tarifs en début de l'année 2025, bien, ça a baissé à nouveau. Et on va terminer avec, sur une note un peu plus positive, si on peut dire comme ça. Euh, on a quand même eu récemment les données de la productivité 2024 pour le secteur des entreprises. Euh, et puis, bien, comme vous voyez, il y a quand même une augmentation au Québec. Il ne faut pas célébrer avec, de façon trop démesurée parce que c'est une augmentation qui est relativement faible. Comme vous voyez aussi, ça fluctue d'année en année. Mais si on regarde la tendance, donc depuis avant la pandémie, si on oublie un peu l'augmentation effrénée de la pandémie, qui est un effet complètement mécanique, là, c'est parce qu'il y a plus les secteurs avec des plus faibles rémunérations ont été plus affectés. Donc, tout ce qui est hébergement, restauration, commerce de détail. Donc, on a perdu dans l'économie des secteurs moins productifs. Ça a fait un effet artificiel d'augmenter la productivité. Donc là, au fur et à mesure que ces emplois-là ont été réintégrés, bien, ça fait baisser le niveau. Mais on voit qu'au Québec, on s'est stabilisé quand même à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie, alors qu'en Ontario, ils sont complètement retournés au niveau pré-pandémique. Donc, l'écart se referme. On est rendu presque au même niveau que l'Ontario pour le secteur des entreprises au niveau de la productivité. Donc, c'est positif, mais il faut vraiment rester vigilant parce qu'il y a encore des gros écarts avec les États-Unis. Il ne faut pas perdre cette avance, disons, l'écart qui s'est réduit, là, ça peut se perdre facilement si on arrête d'investir. Alors, sur ce, parlons d'investissement avec nos collègues, parlons de productivité, d'innovation, d'automatisation. Voyons voir ce qu'on voit sur le terrain. Je commencerai par toi, François. Tu es au quotidien avec des entreprises, en train d'essayer de voir comment les aider à optimiser. On vient de voir le portrait économique d'une conjoncture qui ne donne pas envie d'investir. Qu'est-ce que tu vois, toi? Est-ce que les entreprises investissent? Quel type de projet? On t'écoute. Très bonne question, qui ne se répond pas en 5 secondes. Je l'attaquerai de deux façons. Première étape, qu'est-ce qu'on voit, puis ce que les entreprises nous disent. Ce que tu as dit d'entrée de jeu, Mia, est tout à fait vrai. Tu sais, oui, c'est sûr que les tarifs, puis si on se replace là, particulièrement janvier, février, mars, les entreprises, regarder les tarifs, ça a amené beaucoup d'incertitudes, mais ce que j'entends encore plus des entrepreneurs que je rencontre, c'est beaucoup le OK, mais on peut s'arrêter de jouer au yo-yo? Il y a tout l'aspect des tarifs, c'est une chose, mais c'est que là, c'est vraiment une cible en mouvance. Les gens s'en demandent, OK, ça va être quoi? Ça va-tu arriver? Ça va-tu pas y être? Donc ça, c'est le premier gros défi que les entrepreneurs nous communiquent. Le deuxième qui nous communique, tu l'as mentionné aussi, c'est comment jongler avec les tarifs canadiens, donc les contre-tarifs. Ça aussi, ça leur amène un caillou dans le soulier. Là, là, ils se disent, OK, ces contre-tarifs-là, comment ça va s'inscrire, comment je travaille avec ça. Troisième élément, puis j'en ai quatre là, autour des défis, quatre défis principaux. L'autre, ben, c'est tout un peu le réveil ou le défi de se trouver des nouveaux clients. On a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui disent, OK, si je perds mes clients d'un côté de la frontière, je vais aller ailleurs, je vais aller ailleurs au Canada, je vais aller ailleurs en Europe, puis c'est super. On accompagne les entreprises à faire ça. Mais en même temps, pour eux, là, ils se rendent compte que c'est pas simple, c'est un défi. Souvent, ces nouveaux clients-là ont déjà des fournisseurs, donc ils doivent aussi travailler avec cette réalité-là. Puis le dernier, puis ça, je l'ai entendu un petit peu plus récemment, puis tu en parlais tout à l'heure, c'est le spectre de récession ou pas récession ou ralentissement économique. J'étais dans une entreprise il y a 2 semaines, je parlais avec le gestionnaire, puis lui, ce qu'il me disait, il dit, écoute, François, il dit, moi, je ne suis pas touché par les tarifs. Puis il dit, là, à date, je touche du bois. Le contre-tarif, je m'en tire également. Mais s'il y a un ralentissement économique, je fabrique quand même une commodité qui s'inscrit dans une chaîne de valeur pour un produit assez de luxe. Mais il dit, si l'économie ralentit, probablement que mes ventes vont ralentir. Donc, il combine, il travaille avec tout ça. Donc, tout ça amène une incertitude. Maintenant, je dois vous dire que je vois quand même des choses intéressantes. C'est sûr que sur le coup, quand les entrepreneurs ont entendu tout ça au début, la première réaction, c'est on met le pied sur les breaks, on arrête, puis là, on regarde, on protège le fonds de roulement, puis on a vu beaucoup d'entreprises mettre des projets à l'arrêt, des projets en veille.
là, ce qu'on commence à voir depuis 2 mois, environ 1 mois et demi, des entrepreneurs, c'est pas tout le monde. On aimerait qu'ils soient tous comme ça, mais on en voit quelques-uns et de plus en plus qui disent, OK, gagner en productivité, ça va toujours être payant, puis ça va devenir aussi une arme pour y arriver. Donc, on commence à en voir qui disent, bien, je vais y aller, mais je vais y aller différemment. Alors, tu sais, tu parlais tantôt, Mia, plan A, plan B, plan C, plan D. Il y en a plusieurs qui focusaient sur un plan A au niveau d'un investissement, de l'automatisation, etc. Là, ils vont revoir leurs critères, puis ils vont regarder le plan B, le plan C. Des exemples de plan B ou de plans qui n'étaient pas regardés, bien, on a une entreprise récemment qui nous dit, OK, bien, le projet que je regardais pour faire pour augmenter ma productivité dans tel produit, je vais plus faire un projet d'intégration verticale pour réduire mon exposition à un fournisseur que je peux voir à risque ou à un fournisseur qui m'amènerait à exporter s'il y a des contre-tarifs, etc., etc. Donc, nos entrepreneurs, la bonne nouvelle dans ça, sont extrêmement imaginatifs, sont relativement agiles, puis ils trouvent des idées. L'autre chose aussi qu'on voit dans les projets, puis Richard, ça va être intéressant avec le baromètre, ce que tu vas amener, puis ce que tu vas avoir recueilli comme info, mais ce que j'entends beaucoup, c'est beaucoup d'entrepreneurs, oui, ils réduisent leur projet, mais ce n'est pas nécessairement négatif. Ils vont retourner aussi à la base. Souvent, ils vont me demander, OK, ça peut être quoi le projet que je peux faire qui est un petit peu moins intense sur le capital en première étape, me préparer. Donc, on va voir revenir des projets d'excellence opérationnelle, d'améliorer ses processus, d'améliorer ses procédés, de travailler sur l'existant. Puis, il peut y avoir des gains vraiment, vraiment intéressants. Donc, tu sais, globalement, on le découpe, nous, en 2 périodes. Il y a eu le choc. Il y a eu le « Oh my God, OK, on fait quoi avec tout ça? » Puis après ça, là, on a des entrepreneurs conscients qui disent « OK, je ne pourrais pas rester immobile indéfiniment. » Tu vois qu'ils sont comme passés à une phase de se dire, bon, ben la situation va être comme ça va être de l'incertitude, il va falloir qu'on prenne une décision. Faut que je navigue dans là-dedans. l'indécision, il faut naviguer là-dedans, puis qu'ils décident quand même d'aller de l'avant. Oui, parce qu'ils voient aussi le compétiteur international. Ouais. Tu sais, si tu n'avances pas, tu recules parce que les gens contre qui tu te bats sur tes marchés, eux autres vont continuer à avancer. Donc ça, on commence à voir ce mouvement-là. Puis pour moi, pour nos équipes, très encourageant de voir ça dans les dernières semaines. Puis on a beaucoup parlé, quand il y a eu les tarifs, les réflexes et les thématiques qui ont été les plus mises de l'avant, ça a été quoi? Ça a été, on essaie d'abolir toutes les barrières réglementaires pour favoriser le commerce interprovincial. On essaie d'avoir accès au marché public, puis on essaie de diversifier nos exportations en allant surtout en Europe puis en s'internationalisant. Mais ce qui est sous-jacent à tout ça, il y a quand même des compétiteurs, puis toutes les entreprises se disent la même chose dans tous les pays. Oh, on va se diversifier pour être moins dépendant des États-Unis, mais pour pouvoir gagner dans les autres provinces puis à l'international, mais il faut être productif, puis il faut quand même être efficace, puis il faut être performant, il faut que les produits se démarquent. Alors, même pour ces stratégies-là, il ne faut quand même pas négliger la base qui nous amène à gagner ailleurs. Exact. Puis, Richard, est-ce que tu vois quelque chose de semblable sur le terrain? Est-ce que tu vois que les entreprises vont de l'avant ou elles sont frileuses d'investir? Bien, depuis le début 2024, en fait, les entreprises ont ralenti. Là. Il y a peut-être quelques cas dernièrement où les gens reprennent confiance, là, mais je veux dire, globalement, en 2024, les gens, côté investissement, ils ont ralenti. Puis d'ailleurs, c'est le premier graphique qu'on peut voir à l'écran. C'est tiré de notre baromètre industriel québécois. C'est une étude là, qu'on réalise depuis donc, une quinzaine d'années auprès de 500 PME manufacturières. Puis on regarde 4 types d'investissements essentiellement. Donc, les investissements en formation, donc le premier jeu de données à gauche, on voit les entreprises qui ont investi plus de 2 de leur masse salariale en formation. Et puis, on regarde l'évolution 21, 22, 23 puis 2024 en la couleur orange. On voit qu'il y a une baisse. Donc, on a mis un petit peu les freins de côté investissement en formation. Même chose qu'on voit aussi pour les achats d'équipement. Donc, les entreprises qui investissent au moins 5 de leur chiffre d'affaires en équipement, bien, il y a une baisse. Là. 2022, 23, 24, il y a eu une baisse. Même phénomène au point de vue de la R&D, donc troisième jeu de données, on voit un 35 donc c'est la proportion des entreprises qui investissent au moins 2 de leur chiffre d'affaires en R&D. C'est en baisse par rapport à 2023, au niveau 2021-2022. Puis enfin, à droite complètement, ce sont les investissements en technologie numérique avec un 19 et là, on est en baisse par rapport aux années antérieures. Donc, ce qu'on voit globalement, baisse des investissements dans les entreprises, petites, moyennes ou plus grandes. Nous, on couvre les 10 à 500 employés.
Proportionnellement parlant, les plus grandes entreprises investissent un petit peu plus que les plus petites. Et puis, donc, globalement, on parle de productivité, ces choses-là. Ce qu'on voit malheureusement, c'est que les entreprises avaient un petit peu le pied, en fait, peut-être pas le pied sur le frein, mais ont relevé le pied de l'accélérateur en 2024. Et puis quand on leur demande pourquoi, bien, incertitude, les ventes n'ont pas augmenté comme on pensait, dans certains cas même ont baissé. Donc les gens se sont dit, oh, je vais protéger mes marges, je vais protéger mes liquidités, je vais voir ce qui va se passer. Au lieu de faire 3 projets, je vais en faire juste 2. Donc c'est ce qu'on a pu voir pour 2024. Et parce que pour le début 2025, c'est encore ce qu'on entend quand on jase avec les entrepreneurs. Les gens sont un petit peu en mode incertitude et attente. Mais ça tombe bien parce que si on essaie de voir c'est quoi les réactions des entreprises, c'est quoi les stratégies que les entreprises mettent de l'avant, vous avez effectivement aussi posé la question comment vous contrez le protectionnisme américain. C'est quoi vos stratégies? Effectivement. Bien, tout d'abord, le 3/4 des répondants sont dits inquiets ou en fait concernés par toutes les mesures de protectionnisme américain. Même les entreprises qui n'exportent pas aux États-Unis, donc qui ne vendent qu'au Canada, c'est 6 sur 10 qui se sont dites inquiètes. Pourquoi? Bien, elles vendent à des clients canadiens qui, en retour, vont vendre, à leur tour, en fait, vont vendre à des clients américains. Donc, elles sont impactées, essentiellement. Donc, si on regarde ce qu'on voit comme ce que nos chiffres nous disent, c'est que, bon, bonne nouvelle, le 3/4 des entreprises disent on est prêt, nous, à réaliser des investissements pour améliorer notre productivité. Donc, on peut dire qu'il fallait le faire d'avance, on pourrait le faire quand même, mais regardons ça positivement. 3/4 des entreprises disent moi, je vais faire quelque chose à ce niveau-là en 2025 et au cours des années suivantes. Côté développement de marché, on parle beaucoup du marché de l'Europe, ces choses-là. Bien, c'est le marché canadien qui domine. De 2/3 des gens disent moi, je vais développer des marchés dans le reste du Canada. On parlait de barrières tarifaires, c'est bien. Si on élimine ça, ça va être plus facile pour nous de les vendre, mais ça va être plus facile pour les autres de venir vendre chez nous. Donc, les enjeux de productivité demeurent importants parce qu'on va avoir des nouveaux marchés, mais aussi de nouvelles compétitions dans nos propres marchés. Plus de 50 donc 57 des gens disent moi, je suis prêt à délaisser des produits qui deviendraient moins rentables. Autrement dit, ce n'est pas la ligne du haut qui compte, c'est la ligne du bas. Si je ne suis pas pour faire de l'argent sur certains produits, je suis peut-être mieux de les laisser tomber tout simplement. 56 disent je vais développer des marchés au Québec, donc c'est un petit peu moins populaire que le reste du Canada, mais quand même, plus de la moitié des gens disent j'ai encore un potentiel à aller chercher chez nous, au Québec, dans un marché que je connais très bien, à proximité. Donc, c'est une bonne nouvelle à ce côté-là. Développer des nouveaux marchés dans le reste du monde, c'est seulement 32 Donc, évidemment, on peut se poser la question, mais pourquoi? Bien, tout simplement, ça prend des produits qui se démarquent, ça prend des produits qui sont assez complets, ça prend des produits qui sont innovants, à haute valeur ajoutée. Ça prend des produits aussi qui se transportent bien à des coûts raisonnables. On ne peut pas penser à les vendre de l'autre bout du monde, quelque chose qui est très coûteux à transporter comparativement au prix du produit. Puis là-bas aussi, comme on l'a dit, il y a une compétition. Il y a déjà des gens qui fabriquent des choses là. Donc, ce n'est pas un bar ouvert pour tout le monde, là. Ça va dépendre de quel marché, quel produit, puis ce qu'on peut faire. Puis évidemment, ça prend du temps aussi de développer des marchés à l'étranger. Donc, l'idée, c'est de ne pas dire on n'y va pas. C'est plutôt ça dépend pour qui, comment et pour quand. Et ça ne se fait pas tout de suite. Puis pour rebondir là-dessus, j'en profite quand même pour dire c'est devenu une priorité quand même chez nous. Là. On a une grande équipe là, d'exportation, une 60aine de personnes qui accompagnent les entreprises pour exporter à l'international, dans le reste du Canada. Puis c'est ça qui aide un peu à faire. Là, ils vont dire, OK, quel marché serait mieux, les accompagner, les mettre en contact avec des entreprises, des donneurs d'ordre à l'étranger. Mais c'est sûr que c'est une démarche qu'il faut entreprendre maintenant, mais qui prend quand même 12, 18 mois, voire 1 ou 2 ans avant vraiment de se concrétiser et se traduire par quelque chose de concret. Mais si on ne commence pas maintenant, on a moins de chances d'y arriver. Fait qu'au moins, il y a de l'accompagnement pour ça. Puis dans ça aussi, on a aussi l'accompagnement à préparer vos produits au marché d'exportation. Et ça aussi, c'est une étape qu'il ne faut pas oublier. Richard parlait des normes, parlait de rencontrer des critères. Donc, on fait cet accompagnement-là et on voit que les entreprises réalisent, OK, bon, mon produit est excellent dans un marché, il a toutes ses qualités, mais j'ai des petits ajustements à faire dessus, il faut que je travaille dessus pour qu'il soit aussi performant ou aussi à grande valeur dans un nouveau marché. Ça, j'imagine, pour être capable de faire ça, ça amène aussi un peu la notion de capacité d'innover sur tes procédés, tes produits, tes façons de faire. Puis peut-être que parler d'innovation en ce moment, ça peut faire peur. Ça a l'air d'être compliqué, coûteux, exigeant, alors qu'il y a beaucoup d'attention des entreprises déjà qui est mise sur comprendre le marché, rester proche des clients, des fournisseurs, de gérer tous les enjeux de main-d'œuvre pour certains qui en ont avec les changements réglementaires qui ont eu lieu.
Est-ce que, François, il y a une façon simple d'envisager l'innovation ou c'est quoi l'innovation? C'est quoi les formes de l'innovation? Bien, ça peut être simple, ça peut être très, très complexe. Puis tout ce que vous pouvez imaginer entre ces deux extrêmes-là. On parlait de produits il y a quelques instants. C'est évidemment une forme d'innovation. Puis une forme d'innovation dans le produit, oui, il y a le nouveau produit qu'on peut développer complètement à partir de rien, mais toutes les itérations, les nouvelles options, le rendre plus performant, c'est aussi de l'innovation au niveau des produits. Il y a aussi les nouveaux services, on l'oublie, mais il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont changé leur modèle d'affaires pour développer des nouveaux services. Donc, pour nous, l'innovation, vous le voyez bien à l'écran, ça touche plein de choses, mais entre autres, autant l'aspect du produit de l'entreprise que l'aspect du procédé ou des processus de l'entreprise. Donc, j'ai parlé des produits. Quand on parle des processus, innover, ça peut vouloir dire commercialiser différemment ses produits, ça peut vouloir dire changer sa façon de le produire, s'automatiser, c'est innover parce qu'on vient gagner en efficacité, on vient gagner au niveau de nos marges. Ça peut vouloir dire aussi innover sur notre logistique, sur comment on gère tous nos processus de gestion. Et vous le voyez en bas, ça va toucher l'innovation sur la ligne du bas, tous les aspects de l'adoption technologique. Donc, oui, on a toujours le réflexe, innover, c'est de faire de la recherche fondamentale, mais c'est vraiment pas que ça. Ça va être autant des développements appliqués, des développements de prototypes, de la validation, de la commercialisation et tout ce qui touche les opérations de notre entreprise. Richard, je pense que vous avez aussi même sondé les entreprises sur les types d'innovation. On peut Ouais. regarder ce que ça donne, qu'est-ce qu'elles font dans la réalité. Oui, bien, chez nous, on l'a divisé en 4 types d'innovation. Donc, on peut voir l'évolution sur une période de 8 ans. Alors, on voit 2016, 2020 et 2024, la couleur orange pour 2024. Donc, le premier jeu de données à gauche, c'est l'innovation au point de vue des méthodes d'organisation, des processus d'affaires, donc la façon de faire des choses à l'interne. On peut voir que légère hausse de l'innovation selon les dires des entreprises, mais ce n'est pas quelque chose de majeur. Maintenant, au niveau de l'innovation des procédés de fabrication, donc comment on fabrique ce qu'on vend, là, on est retourné au niveau de 2016. Évidemment, en 2020, il faut comprendre qu'on avait d'autres priorités. Maintenant, au niveau de l'innovation du produit en tant que tel, bien là, malheureusement, on voit une petite baisse là, sur 8 ans. Et enfin, à droite complètement, on peut le voir l'innovation du côté de la commercialisation. Et puis là, on est au même niveau qu'il y a 8 ans. Donc, on voit qu'il n'y a pas de changement majeur. On semble plus, cependant, favoriser l'innovation dans les façons de faire plutôt que l'innovation de produits là, dernièrement. Donc, ça serait intéressant de voir au cours des prochaines années ce qu'on verra à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit aussi dans les données macro là, sur la productivité en 2024 quand on la décortique. C'est même pas tant, c'est pas les investissements qui l'ont fait augmenter, c'est vraiment plus le multifactoriel, donc sur les procédés, les façons de faire, les processus. C'est là qu'on est allé chercher nos plus grands gains d'efficacité. Oui, bien, ça rejoint ce que François disait. On peut avoir de l'innovation là, vraiment technologique du bidule qu'on fabrique, mais il y a tellement d'autres types d'innovations qu'on peut faire pour être plus efficace, plus rapide, plus économique, etc. Donc, et on le sous-estime, hein, on le sous-estime souvent l'impact de retravailler sur ces processus. Qu'est-ce que ça peut amener comme gain à l'entreprise? Puis c'est quand même un bon moment maintenant pour les entreprises, surtout les entreprises manufacturières, pour faire ça parce qu'au lendemain de la pandémie, il y en a beaucoup parmi vous qui ont eu une forte croissance, peut-être pas très organique et plus rapide que prévu. Il y avait des enjeux de main-d'œuvre en plus. Puis là, il ne fallait pas manquer l'opportunité. Ça s'est calmé après. C'est probablement le bon moment maintenant de se dire, bon, est-ce que la façon dont on fonctionne maintenant, l'état des lieux, est-ce que c'est optimal? Est-ce qu'il y a des changements structurels, organisationnels importants à faire? Comment on peut être efficace à tous les niveaux? Faire un mapping, là, désolé pour l'anglicisme, là, mais des processus, des procédés, de tout ce qu'on fait sur la façon dont on part du début à la fin sur la livraison, la fabrication de la livraison. Est-ce que c'est optimal? Et revoir la chaîne, poser des questions au monde, impliquez-les, c'est le temps, puis surtout formez-les. C'est pas le temps de laisser passer les gens dans la mesure du possible. On les retient, on les implique, puis on commence à préparer l'avenir avec eux. Juste avant, Mia, ce que tu dis est tellement important parce que ça devient très souvent la fondation à un projet d'innovation plus grand, que ce soit en automatisation, en numérique. Si tu n'as pas fait cet exercice-là avant de te lancer dans un grand projet d'automatisation, par exemple,
bien, tu risques d'avoir des mauvaises surprises et d'avoir automatisé un procédé, un processus qui n'était pas optimal. C'est ça, c'est prendre le temps de comprendre ce qu'on fait, comment on le fait, et puis de voir, parce que souvent, la réponse, on entend ça souvent dans les entreprises, mais c'est les gens sur le terrain qui ont les réponses sur comment on peut Tout être à fait. meilleur, puis où est-ce qu'on peut aller chercher des gains, des économies. Donc, c'est le bon moment maintenant pour les écouter. Et pourquoi il faut innover? C'est quoi l'impact que ça donne sur la performance des entreprises, Richard? Ça, on est vraiment content de montrer ces chiffres-là parce qu'on a vraiment fait on a fait 2 groupes d'entreprises. Les entreprises qui ont fait les 4 types d'innovations que j'ai mentionnés tout à l'heure, les entreprises qui ont fait aucun ou un seul des 4 types, n'importe quel. Et puis, on voit en bleu, donc, les entreprises qui sont très innovantes, bien, elles sont plus nombreuses à avoir augmenté leur rentabilité en 2024. Elles sont plus nombreuses à embaucher, donc ça ne sert pas à mettre des gens dehors, là. On embauche plus. Les entreprises qui ne sont plus innovantes sont beaucoup moins nombreuses à se limiter au Québec pour leurs ventes et, à l'inverse, elles sont beaucoup plus nombreuses à vendre à l'international. Et enfin, elles sont plus sujettes à utiliser l'intelligence artificielle dans au moins 2 de leurs activités. Donc, il y a vraiment un lien entre l'innovation et les résultats. Puis même, on trace le parallèle aussi entre l'innovation et les investissements. Puis ça, c'est un autre graphique qu'on a dans notre rapport. Puis les entreprises qui innovent plus investissent plus. En formation personnelle, évidemment, c'est l'effet de la saucisse à grade. On forme plus, on innove plus. On innove plus, on a plus d'argent, c'est plus rentable, etc. Donc, on investit plus en équipement, on investit plus en R&D, etc. Donc, il y a vraiment des effets positifs à l'innovation. Il y a une grande crainte que, justement, les investissements dans tout ce qui est technologie, automatisation, numérisation, tout ça, ça peut avoir un effet négatif sur la main-d'œuvre puis occasionner beaucoup de pertes d'emplois. Puis je le comprends, là, surtout quand on parle de l'intelligence artificielle. Il y a aussi beaucoup d'études, c'est macro qui regardent ça en disant que ça va avoir un effet majeur sur certains métiers, certains pans de l'économie. C'est sûr qu'il va y en avoir des perturbations, mais au rythme où c'est internalisé puis intégré dans les entreprises, je pense qu'on a le temps aussi de s'ajuster puis voir venir. Mais aussi, on a quand même fait de la tournée du Québec là, dans le cadre de l'initiative Productivité, Innovation. On a écouté des entreprises partout qui l'ont fait. Puis de manière générale, ce qui ressort, c'est que quand c'est bien fait, puis c'est fait avec les gens, puis que c'est expliqué, puis que les gens sont formés, surtout. Il faut former les gens, là. L'automatisation puis la robotisation, de la numérisation, c'est pas tu prends un logiciel, tu prends une machine, tu le branches dans le mur, parce que si les gens ne sont pas capables de le faire fonctionner, ça ne marchera pas. Puis le temps qu'ils soient formés, bien, on perd beaucoup de temps avant de récolter les bénéfices de l'investissement qu'on a fait. Il faut commencer en amont. Mais de ce qu'on entend, en fait, c'est que ça a été un facteur de rétention de la main-d'œuvre vraiment important. Les gens font des choses plus stimulantes, moins répétitives, donc leur emploi est plus intéressant, probablement avec des meilleures conditions de travail salariales, etc., avec le temps, parce que c'est à plus forte valeur ajoutée. Puis, en fait, ça permet à l'entreprise d'être plus compétitive, puis les gens sont moins pressés à faire tout le temps du temps supplémentaire. Ça enlève certains goulots d'étranglement, peut-être sur des postes ou des profils, mais qu'on a de toute façon de la misère à combler puis à trouver au Québec en ce moment. Donc, ça semble être positif quand même. Oui, bien, nos chiffres nous le montrent. Nous, année après année, les gens qui investissent plus en équipement et en technologie sont plus nombreux à embaucher que ceux qui investissent moins. Ça, c'est clair. Nos résultats sont là. On ne les met pas chaque année dans notre document parce que les gens vont dire « Ouais, OK, on le sait déjà. » Mais nos chiffres nous le montrent. Mais on voit même que ça a un impact sur la culture de l'entreprise. Une entreprise qui innove, qui fait des projets, à un moment donné, après le premier, le deuxième, le troisième projet, c'est justement les employés de production, les gens qui sont sur le plancher qui vont en redemander plus. Et ça devient un moteur extraordinaire pour l'entreprise parce que là, tout le monde veut vraiment aller dans le même sens. Tant mieux. Fait que il y a du positif même même et surtout pour les gens et les employés. Donc, une raison de plus pour le faire, au-delà de même tout ce que Richard a présenté. Puis là, le temps file, puis je veux garder du temps pour les questions. Alors, j'aimerais quand même ça terminer. Les gens qui nous écoutent, là, dans le titre là, ce matin, c'était conjoncture économique, mais il y avait quelles opportunités saisir. Fait il y a des opportunités probablement qui vont découler de plus macro d'investissement des gouvernements dans certains secteurs, etc. Mais pour l'entreprise manufacturière ou même tout secteur confondu, quels conseils vous auriez à leur donner pour comment gérer en ce moment, comment prendre des décisions, comment se préparer pour ce qui s'en vient? Rester agile,
penser hors des sentiers battus pour une situation qui est hors des sentiers battus qu'on est habitué. Soyez dans l'action. Je pense que le pire ennemi présentement, c'est l'immobilisme. Oui, y aller peut-être avec des plus petits pas, repenser nos priorités, c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais pour moi, le pire ennemi, ça serait de rien faire ou de se mettre immobile. Et ce que vous faites pour améliorer votre entreprise, pour améliorer votre productivité, c'est jamais perdu. Que ce soit en période plus difficile ou en période de croissance, ça va juste vous permettre d'être meilleur. Merci, François Richard. Moi, je dirais tarif, pas tarif. Là. Comment une entreprise veut-elle se démarquer? Je pense que c'est la question qu'il faut que les gens se posent. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas réalisé de planification stratégique. Donc, l'important c'est de se dire, bon, quel game on veut jouer, comment on veut se démarquer. Nous, c'est sur la rapidité, c'est sur l'innovation, c'est sur le volume, etc. Donc, et en fonction de ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, dans quel marché on veut le faire, bien, il va falloir effectivement agir. Oui, il y a des investissements qui demandent des sous, puis on peut comprendre que c'est ainsi, c'est peut-être un peu plus difficile, quoique il ne faut pas rester immobile, comme disait François. Mais il y a beaucoup de gains à faire du côté de l'efficacité opérationnelle. On en parlait tantôt. C'est pas vrai que tout fonctionne parfaitement dans toutes les entreprises. On en voit des gains, on en voit des progrès, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste encore des gains à aller chercher en productivité, en efficacité, en réduction des gaspillages. Et ça ne coûte pas très cher. C'est juste de s'y mettre et d'y aller avec les petits pas. Mais chaque petite fraction de pourcentage qu'on va aller chercher, bien, ça va être des gains. Tarif, pas tarif, là, ça va être vraiment pertinent. Il y a encore de l'amélioration de productivité à faire dans les entreprises et dans le but d'être plus compétitif dans nos marchés. Puis STIC, dans le fond, vous faites ça aussi, là, vous aidez les entreprises aussi à être plus performantes. Grâce à nos programmes Podium, entre autres, on aide les entreprises à être plus efficaces, à être plus compétitives. Donc, on cible les priorités avec une évaluation, un diagnostic de l'entreprise, de ses pratiques d'affaires, de ses processus opérationnels. Et après ça, on est capable de cibler avec elles les priorités. Et puis, il y a des gens qui vont venir les aider à réaliser des projets pour être plus compétitifs en fonction de leurs priorités dans leur marché. Donc, oui, grâce à l'appui du gouvernement du Québec, on est capable de faire ça. Puis on est bien content parce que c'est très utile. Puis François, tu veux peut-être dire quelques mots sur aussi comment Investissement Québec, avec tout l'accompagnement, le financement, on a annoncé plein de programmes récemment. Peut-être, commence à regarder les questions. Il y a quand même de l'intérêt pour savoir comment on peut soutenir puis qu'est-ce qui est disponible pour les entreprises. Là. Peut-être y aller à haut niveau. Il y a des gens qui ont commencé à poser des questions déjà? Oui, il y en a pas mal. Je commence à les lire. Alors, chez Investissement Québec, vous voyez comment les objectifs des entreprises qu'on aide à atteindre, compétitivité, innovation, productivité, croissance, développement de marché, transition durable, tout ça, comment on le fait? Deux grands secteurs, évidemment, le financement. Donc, vous avez ici les outils classiques, les prêts, les garanties de prêts, l'investissement capital-action. On gère aussi plusieurs programmes du gouvernement du Québec chez Investissement Québec. Puis, il y a aussi toute la partie accompagnement qui vont inclure du conseil d'affaires, tout l'accompagnement aussi à la transformation technologique avec nos experts en innovation. L'accompagnement à l'exportation, Mia en a parlé tout à l'heure, et internationalisation. Donc, une grande équipe qui vous aide à découvrir les marchés et aussi une équipe au niveau de la stratégie main-d'œuvre parce que dans tout ça, l'humain doit toujours être placé au cœur de ce qu'on fait dans nos projets et les équipes de main-d'œuvre peuvent vous aider à voir quels sont justement les services ou les programmes qui peuvent vous aider. Je ne ferai pas le tour de tous les programmes de financement qu'on a ou qu'on gère. Par contre, notre grande initiative qu'on appelle Grand V, qu'on a lancé à l'automne sous deux formats, le duo Grand V qui inclut autant un financement flexible et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment élargi le spectre de ce qui peut être financé dans vos projets d'innovation avec Grand V. On peut aller dans les étapes du développement, pas juste dans les étapes d'implantation de capital ou de CAPEX, on fait les deux. On peut aller chercher des moratoires jusqu'à 48 mois. Donc, souvent, les entrepreneurs nous disent « Hey, moi, j'aimerais ça investir, mais avant que j'ai le retour sur mon investissement, que je commence à générer des revenus, ça prend du temps. » Ce programme-là est là pour ça. Et vous pouvez le combiner avec des banques d'accompagnement, des banques d'heures d'accompagnement par nos experts pour vous aider à réaliser votre projet. Finalement, on a parlé de nouveaux marchés, on a parlé d'exportation, on a une autre solution financière, un peu sur le même concept que Grand V, qu'on appelle Panorama, qui va venir combiner des prêts, donc du financement, mais aussi avec de l'accompagnement de nos collègues sur les marchés. Donc, vous le voyez ici,
des prêts 250 000 à 1 million de dollars, des moratoires sur le remboursement jusqu'à 24 mois, parce que Mia l'a très bien dit d'entrée de jeu, c'est des projets qui prennent du temps. Les bénéfices n'arrivent pas du jour au lendemain. Je vous invite pour tous les autres services que l'on a, pour toutes nos solutions de financement, le QR code qui est à l'écran, si vous scannez ça, vous allez avoir tous les détails, tous les différents programmes qu'il y a. Et je finirai en vous disant qu'à droite de votre écran, il y a une question Slido que vous pouvez participer. On me dit que c'est facile à trouver à droite. On vous invite, les gens qui veulent être recontactés des fois pour des projets particuliers, pour des besoins de financement particuliers, des choses précises, répondez à la question Slido. C'est divisé dans les différents types de projets d'investissement qui peuvent être réalisés dans votre entreprise. Et nos équipes vont se faire un plaisir de vous contacter en fonction de votre besoin dans les prochaines heures, prochains jours. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais dire en finissant. Merci. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à nous contacter, là. C'est sûr qu'on est là pour essayer de vous soutenir sur tous les volets là, d'exportation, d'innovation, main-d'œuvre, conseil d'affaires, etc., financement plus flexible pendant les temps plus difficiles. Mais parmi les questions, il y a un sujet quand même qui revient sur le côté durable. Puis est-ce que ce qu'on voit, ça a un impact sur des investissements qui auraient été prévus dans des projets d'efficacité énergétique pour réduire l'empreinte carbone, etc.? Est-ce que ça va quand même de l'avant ou les entreprises sont plus timides? Je peux répondre à celle-là parce qu'on a eu des beaux cas récemment. Oui, les entreprises sont plus timides, mais en même temps, nous, on va travailler beaucoup sur des projets où il va y avoir un aspect durable à l'intérieur d'un projet d'innovation. Donc, il faut, je pense, arrêter de voir le projet durable comme étant une fin en soi ou tout seul dans son coin. Très souvent, puis je donne souvent l'exemple suivant, quand on se construit une maison, puis que le contracteur va nous proposer d'avoir des fenêtres à haute efficacité énergétique, un système de chauffage efficace énergétiquement, etc., on peut tout imaginer. Ça va de soi, c'est logique. Les gens l'intègrent dans leur projet de construction. Nous, on va travailler beaucoup avec les entrepreneurs à leur faire réaliser que l'épice durable peut s'intégrer à l'intérieur de son projet d'automatisation, son projet de numérique, et on peut faire mieux. L'autre aspect aussi, on va voir des projets qui vont avoir plus la cote. Évidemment, toutes les entreprises qui payent pour se débarrasser de leurs déchets industriels, leurs résidus, puis que là, ils vont dire, OK, il y a des gens qui pourraient reprendre ça, je pourrais-tu les valoriser, je peux-tu en faire un nouveau procédé, puis vendre ça comme matière première? Donc, encore ici, c'est des projets différents qui vont avoir la cote, mais l'efficacité énergétique, le rendement en matière, tous ces éléments-là, pour nous, c'est encore des projets qui ont tout à fait des retours sur investissement qui se justifient présentement. C'est ça, il y a des retours sur investissement qui se justifient dans bien des cas, mais aussi, si on prend un pas de recul là, avec tout l'élément de durabilité, les fondamentaux ne changent pas vraiment parce que c'est Trump qui est élu puis qu'il est moins... il y a moins les notions de développement durable, puis de DI, etc. Je veux dire, le réchauffement climatique, il est là. Il y a un coût qui est extrêmement élevé. Puis, des fois, ça coûte moins cher d'investir pour prévenir les conséquences que payer les coûts des dommages et de la mitigation. Puis ensuite, il y a tout ce qui est énergie. Bien, l'énergie, on le voit là, sur la planète en ce moment, c'est pas mal le nerf de la guerre, du développement économique. Et l'énergie est de plus en plus en demande. Là, tout ce qu'on pense à tout ce qui est l'électrification, les centres de données, c'est plein de sources, des grands consommateurs d'énergie. L'énergie, tout le monde en cherche, tous les pays veulent la développer, mais elle va coûter de plus en plus cher aussi. Puis elle devient tellement importante que tous les projets d'efficacité énergétique ou autres devraient être regardés vraiment dans l'optique, surtout du retour sur investissement sur une certaine période, en sachant que les prochains mégawatts, puis tout ce qu'on développe comme énergie, va coûter plus cher que ce qu'on a là, pour une certaine période du moins. Puis elle est très en demande. Donc, il faut le regarder. C'est très difficile de faire abstraction de ça, même s'il y a pu avoir un ralentissement. Il y a quand même beaucoup de projets qui vont de l'avant aussi au niveau développer l'énergie puis l'efficacité énergétique. Là. Puis circularité aussi. On va de plus en plus vers cette tendance-là de réutilisation. Exact. Donc, voilà. Ensuite, on avait une question sur comment on fait pour convaincre les dirigeants à investir dans les leviers de productivité. Oh boy, ça, c'est toute une question. Écoute, il n'y a pas une réponse, une recette. C'est sûr que nous, encore, je reviens aux résultats,
année après année, nos résultats nous montrent que les entreprises qui investissent plus pour la productivité, l'automatisation, les équipements, la R&D, ces choses-là, affichent de meilleurs rendements en termes de croissance de chiffre d'affaires, d'embauche, etc. Donc, il y a vraiment un lien de cause à effet. Évidemment, il faut que ce soit bien fait, que ce soit fait de la bonne façon, avec des aides externes, le cas échéant, pour bien faire les choses. Mais c'est sûr que l'immobilisme, c'est, comme François en parlait, c'est pas une option parce que les compétiteurs, eux vont avancer. Donc, encore une fois, si on est plus limité côté argent, allons-y avec des plus petits pas. Et puis, ça va nous donner le goût d'avancer. Peut-être qu'on va pouvoir dégager des meilleures marges, puis là, investir plus en équipement, en robotisation éventuellement et en intelligence artificielle. Mais les choses doivent être faites dans le bon ordre, évidemment. On n'installe pas des robots comme ça là, parce qu'on va avoir un gain instantané. Il faut que ça suive une séquence logique. OK. Il y a pas mal de questions sur la main-d'œuvre, notamment celle-ci qui dit est-ce qu'on perçoit la même volonté d'investir et innover entre les grands centres urbains et les régions, considérant la rareté de main-d'œuvre et la problématique des travailleurs étrangers. Il y en a d'autres aussi sur un peu c'est quoi les opportunités pour les jeunes puis les immigrants sur le marché du travail. Je vais les prendre dans un tout. C'est sûr que la réalité démographique puis la réalité du marché du travail n'est pas pareille dans les grands centres urbains et en région. La population est plus vieillissante dans les régions, surtout plus on s'éloigne des centres urbains. Et en plus, bien, tout ce qu'on vit en ce moment avec l'arrivée quand même importante de travailleurs étrangers temporaires, mais aussi de demandeurs d'asile, de réfugiés, etc. C'est beaucoup dans les grands centres urbains que les demandeurs d'asile et les réfugiés se trouvent. Donc, il y a une augmentation importante d'un certain bassin de main-d'œuvre qui n'est pas nécessairement qualifié pour les besoins du marché du travail, mais ils sont là, puis la population est plus jeune. Alors qu'en région, c'est plus vieillissant. Puis, il y a dans le manufacturier, on le voit aussi beaucoup, les entreprises nous le disent, il y a certains profils qui sont extrêmement difficiles à trouver. C'est pour ça que ça fait depuis 2018-19 que le manufacturier s'est tourné vers les travailleurs étrangers temporaires. Là, c'est assez limpide là, pour les soudeurs, les électromécaniciens, les machinistes, les opérateurs de machines, etc. Il y a quand même certaines professions qui dépendent, pour lesquelles les entreprises dépendent beaucoup de cette main-d'œuvre-là. Donc, oui, c'est sûr que le fait qu'il y ait de l'incertitude sur l'avenir de la politique migratoire, tant sur les temporaires que sur les permanents, il y a eu beaucoup de changements. Il y a un contexte fédéral aussi qui est en mouvance. Et au gouvernement provincial, bien, la consultation vient juste d'être lancée sur les seuils d'immigration temporaire permanent. Donc, je vous invite à y participer, en fait, pour exprimer vos réalités, parce que oui, on l'entend beaucoup. Les entreprises attendent de voir qu'est-ce qui va se passer, surtout de sécuriser les travailleurs étrangers temporaires qu'ils ont en ce moment, surtout en région, dans le manufacturier, avant de prendre certaines décisions d'investissement. Donc, oui, c'est bel et bien la réalité. Puis sinon, pour les jeunes et les travailleurs immigrants, bien, quand le marché du travail ralentit un peu, c'est sûr que c'est les groupes les plus vulnérables. Mais comme vous voyez, il ne va pas ralentir beaucoup plus que ce qui est là. Ça serait pas mal un maintien. Donc, ça reste quand même un marché du travail qui est assez dynamique dans certains secteurs. Il y a des possibilités de se trouver des emplois, mais ça ne sera pas comme vous avez pu le vivre au lendemain de la pandémie. Donc, il reste juste quelques minutes. Je pense que je vais m'assurer de clore puis vous libérer quelques minutes parce que je pense que quand je regarde les questions, on a répondu à la majorité des choses de vos questionnements. Puis après, c'est beaucoup des demandes sur des cas plus spécifiques de comment on peut vous soutenir. Alors, j'en profite pour vraiment vous inviter à nous contacter chez Investissement Québec. On est là pour vous aider, là, par quel bout on prend ça, la diversification des marchés, comment on se tourne vers les autres provinces canadiennes. Vous sentez que peut-être vous avez des projets d'innovation, de gain de productivité qui pourraient être faits, de durabilité, vous ne savez pas par quel bout prendre ça, contactez-nous, puis on va vous accompagner à travers ça. On est là aussi avec nos outils de financement. Donc, n'hésitez pas. Merci. Je veux surtout vous remercier d'avoir pris le temps d'être là. J'espère que nos conseils, les données qu'on a pu mettre de l'avant pourront vous éclairer un peu à travers tout ce brouillard-là. Et donc, on espère vous retrouver à l'automne avec d'autres classes de maîtres pour mieux vous outiller. Merci beaucoup tout le monde.